prestigieuses de nos écoles d'ingénieurs, incontestablement, pour ce podium qui m'est offert pour parler du thème suivant: la place de l'Afrique dans le marché mondial des sciences et des technologies, ou plutôt la place de l'Afrique dans le marché mondial de la science et de la technologie. En anglais, the place of Africa in the world market of science and technology. Beaucoup d'entre vous, certainement, se posent la question de savoir qu'est-ce qu'un professeur de sciences politiques et de relations internationales pourra bien nous dire par rapport à ce sujet. Pour présenter ma communication, je vais la scinder en 3 parties. D'abord, nous examinerons ensemble les contours de ce qui s'appelle le marché mondial de la science et de la technologie. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et comment peut-on décrire ce marché? Quelles sont ses caractéristiques et quel est son fonctionnement? Dans une deuxième articulation, je parlerai plus spécifiquement de la place de l'Afrique dans ce marché. Et nous allons regarder comment l'Afrique s'insère, et plus important peut-être, pourquoi elle peut avoir des problèmes et quels sont ses atouts et ses inconvénients au sein de ce marché. Dans une troisième phase, je vais présenter un plaidoyer. Le plaidoyer pour une renaissance des sciences et de la technologie africaine. Quand on regarde dans un pays comme les États-Unis, on constate que le héros populaire aux États-Unis, ce n'est pas le politicien, ce n'est pas le responsable public. Celui ou celle que les Américains considèrent comme les héros, c'est l'ingénieur. Quand vous allez en Grande-Bretagne, vous allez voir que c'est le même constat que vous allez faire. L'ingénieur est le héros du Britannique. Ailleurs, dans les pays plus latins, c'est-à-dire le Portugal, la France, l'Italie, l'Espagne, c'est souvent les personnalités publiques qui sont les héros populaires. Mais pour ce qui est des pays anglo-saxons, la plupart du temps, ce sont les ingénieurs. Alors, nous allons prendre quelques exemples, que ce soit les ingénieurs financiers, que ce soit les ingénieurs scientifiques, mais c'est ceux qui ont la capacité de créer, d'inventer, de transformer. C'est ceux-là qui sont souvent les héros, en tout cas dans les pays anglo-saxons. Je crois que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Rockefeller. C'est le premier milliardaire américain, mais sa particularité, c'est que c'est un self-made man, c'est-à-dire un homme qui, en dehors de Dieu bien sûr, s'est fait tout seul. Toute sa trajectoire, c'est lui-même. Alors, il fait l'objet d'une très grande admiration. Et si vous allez aujourd'hui aux Nations Unies, le terrain sur lequel est bâti les Nations Unies, le bâtiment des Nations Unies, c'est la propriété de la famille Rockefeller. Vous avez également un autre qui est bien connu, qui s'appelle Neil Alden Armstrong. Qui est Neil Armstrong? Neil Armstrong, c'est un astronaute de la NASA. Et c'est lui qui, le premier,
a marché sur la Lune. C'était en juillet 1963. Neil Armstrong est connu de tous les Américains, du plus petit au plus âgé. Il n'y a personne aux États-Unis qui puisse vous dire qu'il n'a jamais entendu parler de Neil Armstrong. Quand il pose son pied sur la Lune, il dit « Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité ». Nous avions aussi notre Africain qui s'appelle Cheikh Modibo Diarra. Cheikh Modibo Diarra a comme profession astrophysicien et il est directeur du programme Mars Outreach. Mars Outreach en anglais veut dire tout simplement c'est le programme pour atteindre Mars, la planète Mars. Cheikh Modibo Diarra est aussi le directeur du JPL, c'est le laboratoire de propulsion des moteurs de fusées, des fusées des navettes spatiales. C'est un espoir. C'est un espoir où la technicité, la connaissance, la scientificité a été avérée. Donc, on l'appelle aussi le navigateur interplanétaire, c'est-à-dire qu'il organise les navettes spatiales entre Mars, la Lune et la Terre. Voilà son travail. Alors, l'essentiel pour nous, c'est de savoir que ce qui unit toutes ces personnes, c'est leur détermination à franchir au-delà des limites, leur ambition, leur détermination et leur croyance en la connaissance, en la science, en la technicité et en la technologie. Je voulais vous parler de Bill Gates, de Mark Zuckerberg et enfin d'Arthur Zahn. Bill Gates s'appelle en réalité William Henry Gates III. Il fonde Microsoft le 4 avril 1975. Il a donc exactement 20 ans. Il est aujourd'hui une figure planétairement connue qu'on ne présente sur aucun continent parce que ces présentations ne sont pas nécessaires. Vous prenez Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg est né le 14 mai 1984. Donc il est bien jeune. En tout cas pour nous, il est jeune. Et il fonde Facebook, que je crois que vous connaissez très bien aussi, le 4 février 2004. Tous les deux sont de Harvard University. Donc ces deux-là ont le même moment où ils ont créé une activité globale, planétaire, mondiale. Mais nous avons aussi les nôtres, notamment Arthur Zahn, diplômé de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, qui était assis là où vous êtes assis aujourd'hui. Arthur Zahn est né le 26 novembre 1987 à Bankomo, l'inventeur du cardiopade en quelle année? 2009, à l'âge de 23 ans. Si je vous dis tout ceci, chères étudiantes et chers étudiants, c'est pour vous dire que les limites ne sont que dans vos têtes et pas ailleurs. Vous avez le droit de penser grand, gros et fort et de faire comme ces illustres prédécesseurs dont l'École nationale supérieure polytechnique est d'ailleurs l'une des pépinières. Parce qu'en termes d'application, c'est une des locations, un des endroits qui compte.
distinction. Et l'une des distinctions qui est la plus courue, c'est le prix Nobel. Le prix Nobel est l'un des critères d'excellence et de distinction dans la galaxie des sciences et de la technologie. Vous avez aussi les revues. Il y a des revues qui sont spécifiquement désignées pour pouvoir être considérées dans les classements internationaux. Vous avez Nature, vous avez Science. Pour les médecins, vous avez The Lancet. Et vous constaterez bien sûr que toutes ces revues spécialisées appartiennent au monde occidental. Il n'y a pas nos revues qui sont labellisées comme étant porteuses de promotion dans ces différentes sphères. Objectifs. Et ces critères-là, c'est l'investissement financier, humain et en termes de travail dans la recherche et développement. C'est ça le critère fondamental. Et vous allez voir ici, il y a une cartographie, ce qu'on peut appeler une cartographie, des plus grands investissements ou des plus grands investisseurs dans le monde de la recherche et développement. Alors, parmi les tout premiers aujourd'hui, c'est la Chine. Oui, la Chine. Suivi des États-Unis, du Japon, la Grande-Bretagne, la France, le Canada, etc. Donc, il y a une corrélation positive entre, d'une part, le niveau d'investissement lourd en recherche-développement et ce qu'on appelle en économie le retour sur l'investissement. En d'autres termes, on ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. Ou encore, on ne peut pas semer l'ananas et au moment de la récolte, vouloir récolter les mangues. On récolte ce qu'on a semé à hauteur de ce qu'on a semé. Et c'est la raison pour laquelle il est important pour les pays africains de comprendre que le développement, et je le dis également à vous, ici présents dans cette salle, le développement n'est pas l'affaire des seuls économistes, n'est pas l'affaire des seuls gestionnaires des plans de développement. En réalité, les acteurs du développement, en termes de la transformation de son environnement, c'est vous. Les juristes, les politologues, les littéraires peuvent concevoir tout cela. Mais l'opérationnalisation concrète de la transformation de notre environnement, ce sont les ingénieurs. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas penser que ces questions ne vous concernent pas. Vous êtes au cœur de tout le processus. Troisième et dernière articulation, plaidoyer pour une renaissance des sciences et de la technologie en Afrique. Je répète qu'il ne s'agit pas de la naissance, je dis une renaissance. Pourquoi? Parce que l'Afrique est la terre d'origine et de la mathématique, et de l'algèbre, et de la géométrie. Ah, la plupart du temps, on ne le sait pas.
agissements sont surtout réservés à Cheikh Anta Diop. Parce que c'est Cheikh Anta Diop qui, envers et contre tous, a tenu la dragée haute pour dire que la science n'est autre chose qu'africaine. Bon, le défi qu'on lance aux architectes, aux ingénieurs occidentaux, c'est de nous expliquer comment les pyramides ont été construites. Personne ne peut vous le dire. Au jour d'aujourd'hui, personne, avec toute la science qu'ils ont, tout ça, personne n'est en mesure de vous expliquer comment en ces temps-là, 4e siècle, comment on a pu construire les pyramides. Le niveau de géométrie, le niveau d'algèbre, le niveau de mathématiques. Pour ceux qui se prétendent aujourd'hui hyper modernes, eh bien, il y a problème. Donc, il ne faut avoir aucun complexe. Le problème de Cheikh Anta Diop, savant s'il en fut, et qu'il a posé la mauvaise question aux mauvaises personnes. Et je veux juste vous dire en 2 mots, quel est son problème. Cheikh Anta Diop dit qu'il n'y a aucune civilisation qui peut naître d'elle-même et par elle-même. Aucune. Toutes les civilisations sont la résultante de celles qui l'ont précédée. On est d'accord, non? C'est ainsi qu'il dit la civilisation judéo-chrétienne est issue de la civilisation romaine. Quand vous allez à Rome, vous voyez les vestiges qui ont amené à voir celle d'aujourd'hui. La civilisation romaine, on demande donc, qu'est-ce qui est avant la civilisation romaine? On répond, avant la civilisation romaine, vous aviez la civilisation grecque. Très bien, tout le monde applaudit. On dit, non, je dis, on applaudit quand on dit ça. Donc, on demande, avant la civilisation grecque, qu'est-ce qu'il y avait? On dit, avant la civilisation grecque, naturellement, c'était la civilisation égyptienne. Et la question qu'on doit poser, dans cette même logique, avant la civilisation égyptienne, qu'est-ce qu'il y avait? Alors là, c'est là qu'il y a tout le problème. La civilisation égyptienne a été précédée de celle dont elle est issue, la civilisation de Nubie. Nubie, c'est au nord du Soudan et au sud de l'Égypte actuelle. Mais il se trouve qu'elle est en plein cœur de l'Afrique subsaharienne en réalité. Et donc il y a un problème. Puisque l'esclavage, la colonisation, tout ça, ça a été fait au nom d'une infériorité supposée, à laquelle bien sûr je ne crois nullement, supposée des Africains noirs. Mais si c'est eux qui étaient à la base de tout ça, il y a un problème. Et c'est pour ça que Cheikh Anta Diop a été combattu toute sa vie pour avoir, non pas affirmé, mais démontré, preuve à l'appui, un certain nombre de coïncidences qui montrent l'antériorité de cette civilisation égyptienne et sa paternité par la Nubie. Moi, j'ai été en Nubie. J'ai vu les pyramides de Nubie. Elles sont exactement, et je pèse mes mots, exactement similaires à celles qu'on retrouve dans la vallée des dieux en Égypte. C'est les mêmes. Ça peut gêner, mais c'est comme ça. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je parle de renaissance. On renoue avec quelque chose qui existait avant. Le contexte est nouveau aujourd'hui. Vous avez la chance qu'en ce 21e siècle, l'Afrique vient de passer un accord historique. La zone de libre-échange continentale africaine.
C'est une véritable révolution qui fait que nous passons de 25 millions de Camerounais comme consommateurs de notre production, qu'elle soit intellectuelle, scientifique, à 1 milliard 250 millions de consommateurs potentiels. Ça veut donc dire que le champ est ouvert. Et il fallait 22 pays qui ratifient en droit, c'est-à-dire dont le Parlement a passé comme loi interne la Convention sur le libre-échange, la zone de libre-échange continentale. Il fallait 27 pays sur les 55. Depuis le 20 mai 2019, 27 pays l'ont ratifié. Et donc c'est pour ça qu'à partir du 20 mai 2020, cet accord sera en vigueur sur l'ensemble des 30 millions de kilomètres carrés qui constituent la superficie de l'Afrique. Il est vrai qu'il y a un pays qui s'appelle l'Érythrée qui n'a pas encore signé l'accord, mais les autorités érythréennes ont rassuré les uns et les autres en disant que ça sera fait, que ce n'est pas une question d'opposition du tout et que ça sera fait rapidement. Donc, voilà ce qui pour vous est un nouvel univers. Vous n'allez plus avoir à batailler à l'intérieur d'une configuration géographique, mais la limite immédiate pour vous, ce sont les 30 millions de kilomètres carrés que constitue l'Afrique. Les 3000 langues qui sont parlées en Afrique et naturellement les 1 milliard 250 millions de personnes avec qui vous pourrez échanger, commercer et puis vous enrichir mutuellement des différences. L'Afrique aujourd'hui est dans certains domaines en avance par rapport à tous les autres continents. Ça étonne beaucoup d'entre vous d'entendre cela, mais c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous savez que pendant les 15 dernières années, 6 des 10 économies les plus performantes au monde étaient africaines? Vous n'allez pas souvent entendre ça dans les radios et télévisions internationales. Mais c'est ça. Le taux de croissance économique des pays africains était entre 5 et 7% les 15 dernières années, alors que pour l'Union européenne, on était à 0,2%. Et je pense que ces chiffres ont été un peu travaillés pour qu'ils ne soient pas négatifs. De même, pour les États-Unis, ils étaient à 1,5% du taux de croissance. Ce qui, franchement, n'est pas un record quand on connaît les performances antérieures de l'économie américaine. Donc nous étions effectivement devant. Mais vous savez, les Africains, que nous sommes ont un problème. Quand on nous dit ça, nous disons automatiquement ce n'est pas possible. Parce que nous sommes mal à l'aise d'être assis à la place du chauffeur qui conduit la voiture et qui détermine la trajectoire de la voiture. Mais je pense que vous, les jeunes Africains, vous devez vous départir de ces complexes qui sont inadmissibles. Vous devez traiter d'égal à égal avec tous vos consoeurs, toutes vos consoeurs et tous vos confrères du monde entier. Et l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé a prouvé tant de fois que ces produits étaient de classe internationale. Oui. Puisque vos majors ici ont été majors ailleurs, dans ce qu'on considère comme les plus grandes écoles d'ingénieurs du monde. Je voudrais, en terminant mon propos, vous exhorter à être ambitieux,
à ne pas vous contenter du minimum au motif que vous n'avez pas les moyens, que vous n'avez pas ceci, cela. Une bonne idée trouve toujours financement. Mais beaucoup de finances ne trouvent pas nécessairement des bonnes idées. Je vous remercie de votre attention. Aujourd'hui, à la conférence du professeur Jean Pondi, j'ai retenu que l'ingénieur africain tient une place importante dans le développement de son continent. Donc pour moi, il était primordial d'assister à cette conférence car j'ai vu le rôle que je peux jouer dans le futur de l'Afrique. Ce que j'ai retenu, c'était une phrase très importante où il dit « On ne peut pas récolter ce que les autres ont sémé ». C'est-à-dire que si nous voulons être des grands ingénieurs demain, nous devons beaucoup travailler et comprendre que le développement de l'Afrique passe par nous. Et nous n'avons pas besoin d'aller à l'étranger pour pouvoir posséder nos études. Nous pouvons le faire ici et encourager le développement du Cameroun.